En général, quand un Brésilien arrive en Ligue 1, ça fait toujours beaucoup de bruit. On connaît de nombreux Brésiliens qui ont réussi, on peut penser par exemple à Néné au Paris Saint-Germain ou encore à Rai pour les plus anciens. On peut également penser à Sonny Anderson, que ce soit à Monaco ou à l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, en parlant de l'Olympique Lyonnais, comment ne pas penser à Juninho? Et récemment, on peut également penser, pour les Girondins, à Malcolm. Mais malheureusement, les Brésiliens n'ont pas toujours été synonymes de réussite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop chaud avec cette canicule. Ici, en tout cas, c'est assez compliqué. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, du coup, on va faire un petit top 10 des pires Brésiliens de Ligue 1. Et vous allez voir, il y en a quand même eu des sacrés. Avant d'entrer dans le vif du sujet, surtout si vous n'êtes pas abonné et que vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, ça apporte vraiment beaucoup pour le référencement et ça m'aiderait vraiment pour développer cette chaîne. On va commencer par un Lillois et on va commencer par Thiago Maia. Comme je l'ai expliqué dans une vidéo que j'avais consacrée au LOSC, Marcelo Bielsa arrive en 2017 et il décide de mettre plusieurs joueurs dans la shortlist. Et dans cette shortlist, il y a un joueur qui est très prometteur qui s'appelle Thiago Maia. On pense que c'est une bonne pioche comme pas mal de joueurs que Bielsa ramène et au final ce ne sera pas du tout le cas. Lors de la première saison, Marcelo Bielsa l'utilise. Il le met même au bout de la 5e journée contre Bordeaux arrière gauche. D'ailleurs ça ne marchera pas du tout parce qu'au bout de 32 minutes, il se prend 2 cartons jaunes. Belle performance. Et après, il replacera milieu central. Et même quand Christophe Galtier va arriver et va reprendre le LOSC, Thiago Maia sera quand même titulaire car l'effectif est vraiment assez limité, dirons-nous, où il sera à côté de son compatriote Thiago Mendes qui, lui, pour le coup, fera plutôt de très bonnes choses du côté du club nordiste. Et après cette saison catastrophique où Lille va jouer le maintien, Lille va se relever, mais Lille va se relever sans Thiago Maia qui va plus vraiment jouer, qui ne va plus rentrer dans les plans de l'entraîneur. Et Thiago Maia va donc être prêté à partir de l'année 2020 au Brésil et il va être transféré officiellement au Brésil en 2022. 14 millions d'euros, beau flop. Alors lui, c'est peut-être pour les un peu plus anciens, mais Severino Lucas, vraiment, c'était un énorme flop, surtout pour le prix. En 2000, il est transféré au Stade Rennais contre 150 millions de francs. Ça fait à peu près 21 millions d'euros, et à l'époque, vraiment, c'était une somme assez énorme. D'ailleurs, il a été le transfert rennais le plus cher pendant de nombreuses années. Je crois qu'il a été battu récemment par Jérémy Doku, mais il a été vraiment pendant de nombreuses années le transfert le plus cher de l'histoire du Stade Rennais. Donc il vient pour remplacer Chaban Inonda qui part à Monaco. Et lors de cette saison 2000-2001, le Stade Rennais réalise plutôt une bonne saison, mais ce n'est pas grâce à cet attaquant vedette brésilien. Il marque en effet que 4 buts en 28 matchs. On explique ses contre-performances un peu par le fait qu'il joue jamais au poste qui lui correspond le mieux et que le système rennais n'est pas forcément adapté à son jeu. Par ailleurs, la pression énorme du prix du transfert a vraiment pesé sur le joueur brésilien et clairement ça se ressent dans ses performances. Il reste cependant dans l'équipe la saison d'après, donc la saison 2001-2002, et c'est encore pire. Il marque que 2 buts en 33 matchs. Même Robert Beric fait mieux. En tout cas des deux côtés, que ce soit au niveau du club et même du joueur, le constat est clair. Énorme échec. Lucas Severino semble avoir perdu confiance. Le Stade Rennais, du coup, le prête à Cruzeiro, donc au Brésil, et il le prête également au Corinthians, dans l'espoir de le relancer. Il revient du coup au club en 2003, il participe à 11 matchs, et il ne marque aucun but. Pour le club et son actionnaire François Pinault, il devient le symbole avec Mario Hector Tourdo, un attaquant argentin, d'une politique de transfert dépensière et complètement inefficace. Cet échec d'ailleurs va initier une grande réflexion sur la formation qui va devenir une des spécialités du Stade Rennais. Lucas va donc partir en 2004 et va rejoindre le Japon, précisément le FC Tokyo. Je crois que c'est un des transferts les plus insolites de la Ligue 1, Gonzo à Amiens, effectivement. Donc Gonzo, on l'a connu au début des années 2010, avec Neymar, où c'était un joueur très prometteur, presque aussi prometteur que Neymar, à un poste un peu différent, bien entendu, où il était plus milieu offensif. Mais Gonzo a enchaîné les pépins physiques et surtout à Séville, il n'a pas du tout réussi à s'acclimater, lié notamment donc à ses pépins physiques, comme je l'ai indiqué. Et Gonzo décide, à la surprise générale, de se relancer et de partir à Amiens. Imaginez quand même passer de vivre en Andalousie à Séville à vivre en Picardie à Amiens. Franchement, faut se mouiller la nuque. Donc il rejoint le club Picard en 2019 et malheureusement, ça se passe pas bien. Gonzo fera 12 matchs, il fera seulement 2 passes décisives. Et dès le mercato d'après, donc le mercato hivernal, Gonzo va retourner au Brésil. On apprend par la suite dans une interview que Gonzo en fait n'a pas réussi à s'acclimater en France parce qu'il ne maîtrisait pas du tout la langue. Et en plus de ça, la fille de Gonzo a des problèmes médicaux.
Gonzo avait vraiment beaucoup de mal à expliquer les problèmes médicaux de sa fille à l'hôpital, donc ça pesait vraiment beaucoup sur sa famille et également sur son moral, et c'est pourquoi d'ailleurs il décide de retourner au Brésil pour pouvoir prendre soin de sa fille. Quand on connaît la cause, on comprend un peu mieux, effectivement. On part du côté de Bordeaux avec Jonathan Cafu. Alors préparez-vous les Bordelais parce qu'il y en a quelques-uns qui sont passés chez vous après. En 2017, Bordeaux ne doit pas signer Jonathan Cafu mais il doit signer Wellington Silva, un joueur qui est passé notamment par Arsenal durant de nombreuses années où il a un peu enchaîné les prêts. Mais à la visite médicale, ça ne passe pas et Wellington Silva du coup ne signera pas chez les Girondins. Et c'est donc le deuxième choix, Jonathan Cafu, qui a été champion de Bulgarie avec Ludogorets pendant plusieurs saisons, qui arrive du coup du côté du club au Scapulaire. 24 matchs, 2 buts, 2 passes décisives, c'est vraiment une saison plus que compliquée, voire vraiment très mauvaise. Un an après, Bordeaux veut déjà s'en débarrasser, il le prête à l'Étoile Rouge de Belgrade avant qu'il signe là-bas définitivement en 2020. On reste du côté de Bordeaux et on va parler de Denilson. Champion du monde 2002 avec le Brésil, où d'ailleurs il rentre en finale et il fait plutôt une très bonne rentrée. Denilson est vraiment une des grandes promesses du football brésilien. Il joue pendant 8 ans au Betis Séville, mais malheureusement il enchaîne beaucoup les pépins physiques et Denilson malheureusement n'arrive pas du coup à exploser, n'arrive pas à démontrer tout le potentiel qu'il avait car il n'arrive pas à enchaîner les matchs. Et en 2005, Denilson décide donc de se relancer en Gironde. Du côté de Bordeaux, on se dit que c'est un joueur énorme qui arrive en Ligue 1 et on s'attend vraiment à ce que ce soit un joueur rayonnant, un game changer, si j'ai horreur de ce terme, mais je vous le dis quand même. On s'attend vraiment à un super joueur et malheureusement, ce n'est pas forcément le cas. Il va quand même disputer 31 matchs, mais il va marquer que 3 buts et faire seulement 3 passes décisives et Denilson va partir dès l'été prochain. En effet, le club saoudien, dont j'ai oublié le nom, va faire une offre à Denilson qu'il ne refusera pas et qu'il pense ne pas pouvoir refuser. En effet, le club saoudien lui propose vraiment un très bon salaire et lui voit un peu ça comme un Eldorado. Il sait que physiquement il est plus du tout au niveau, il sent sa fin de carrière vraiment s'approcher. Et c'est pourquoi il décide de choisir le club saoudien. Il dira d'ailleurs dans une interview récente qu'il regrette beaucoup d'être parti de Bordeaux, mais il explique encore une fois ce choix de se protéger et de protéger les siens. Deuxième Rennais dans la liste, Luis Fabiano. Formé au modeste club de Ponte Preta, Luis Fabiano signe à Rennes également en 2000, donc en même temps que Lucas, mais également en même temps que 2 autres Brésiliens, le défenseur César et Vander. Comme ces 3 joueurs, malheureusement, Luis Fabiano ne s'imposera pas en Bretagne. Ainsi, il est prêté au mois de janvier 2021 pour qu'il ait plus de temps de jeu à Sao Paulo. Un an plus tard, il revient de près du Brésil, du coup, en pensant pouvoir s'imposer, un peu comme Lucas, comme l'affaire de Lens du Stade Rennais. Mais il échoue au nouveau avec un gros manque de confiance de sa part. Heureusement après, Luis Fabiano fera quand même une carrière plus que correcte, notamment son passage au FC Séville, où il formera une doublette avec Frédéric Canouté, qui restera dans les annales du club andalou. Encore un petit Bordelais, promis j'arrête après, mais je suis obligé de parler d'André. André arrive pendant l'hiver 2010-2011 sous forme de prêt en provenance du Dynamo Kiev. Le joueur de 20 ans arrive, dit qu'il veut s'imposer à Bordeaux, donc même si c'est un prêt, lui pense pouvoir rester derrière et vraiment il a envie de montrer tout son talent en Gironde. Malheureusement, il ne jouera que 8 petits matchs et 6 mois après, le Dynamo Kiev va récupérer André. Enfin le récupérer. Finalement, on apprend que les Corinthians, en fait, sont intéressés par le jeune Brésilien et veulent le faire revenir au pays. Il possède encore une très bonne cote à l'époque et du coup, André décide de retourner au pays pour pouvoir se relancer et surtout, il a en ligne de mire la Coupe du Monde 2014 chez lui. Malheureusement, il répondra vraiment jamais aux attentes et comme vous pouvez le voir dans sa carrière, il a enchaîné les clubs et ça a vraiment été très compliqué pour lui. Après de bonnes saisons à Wolfsburg et Schalke, Naldo rencontre des difficultés, notamment liées à son âge à Schalke et se retrouve remplaçant. Et Monaco décide de recruter Naldo. À la surprise générale. Car en effet, il est plus titulaire, il a 36 ans, mais Monaco se dit Hilton y arrive bien, Dante y arrive bien, pourquoi Naldo n'y arriverait pas? Malheureusement, Naldo disputera seulement 9 matchs en un an, car il restera un an, et lors de ses 3 premiers matchs, il arrive à prendre 2 cartons rouges, ce qui est un record, bravo à lui, chapeau. En tout cas, gros flop, grosse erreur de recrutement, et il quittera du coup la principauté en janvier 2020. Donc les 2 derniers joueurs, je vais les mettre ensemble parce que l'un ne va pas sans l'autre, c'est Everton et Sousa. À savoir d'ailleurs que Everton et Sousa sont 2 joueurs différents, parce que j'ai beaucoup entendu que Everton et Sousa c'était le même joueur, mais non, c'est bien 2 joueurs.
Les deux sont nuls, mais c'est bien deux joueurs distincts. Donc quand un Brésilien arrive en Ligue 1, surtout à Paris, ça amène forcément beaucoup de curiosité. Et quand Everton et Sousa arrivent, on se penche vraiment beaucoup sur le club parisien et on se dit que peut-être que le Paris Saint-Germain va récupérer deux jeunes joueurs très talentueux. Les deux arrivent pour 6 millions d'euros dans le club de la capitale. Malheureusement, ce fut vraiment une catastrophe. Alors surtout pour Everton qui aura joué qu'un match, Sousa lui en aura joué 17, et à eux deux, ils ont un total de buts de 0. En tout cas, ils ont eu le droit à des surnoms tout de même bien rigolos, enfin peut-être pas forcément pour eux, mais en tout cas, ils ont été beaucoup décriés. On a pu les appeler par exemple Ramon et Pedro, on a pu également les appeler Brock et Schnock, et surtout, je pense que la Palme d'Or, c'est ses coéquipiers, du coup les joueurs du Paris Saint-Germain, qui ont trouvé un surnom à Everton, qui l'ont appelé Jean-Claude Robinho. Donc à la française, bien sûr en hommage à Robinho, le joueur brésilien. Mais voilà, Jean-Claude Robinho, donc ça vous montre vraiment le niveau du joueur. En tout cas, c'est un transfert de vraiment symboliser les années de galère du Paris Saint-Germain avant l'arrivée des Qataris. C'est bien ce duo, vraiment, c'est assez incroyable. J'espère que cette petite vidéo détente vous aura plu. Écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la préparer. J'aime beaucoup faire des petites vidéos comme ça, un peu légères, un peu plus rigolotes, j'ai envie de dire. N'hésitez pas, vous, à me dire quel Brésilien vous a marqué, que ce soit en bien ou même en mal, hein, n'hésitez pas à me le dire. Je vais quand même faire des petites mentions honorables. On aurait pu parler peut-être de Kleber Anderson, le défenseur brésilien qui arrivait en provenance de Benfica. Donc vraiment, à l'Olympique Lyonnais, ça a été plus que compliqué. Ça a même été vraiment, on va dire plus que compliqué pour pas être méchant. J'ai pensé également pour rester à l'Olympique Lyonnais et même faire un lien avec les Bordelais à Marcelo, mais en vrai, il a fait une saison où il n'a pas été si mauvais, donc voilà, même si ça a été très compliqué avec le supporter, je trouve que ça aurait été un peu dur de le mettre là-dedans, même si clairement il n'a pas été bon, hein, on va pas mettre avec les Brésiliens les plus forts de Ligue 1 non plus. Et j'avais également pensé à Brandao, mais Brandao, bon, il y a Saint-Etienne, il a quand même gagné la Coupe de la Ligue avec eux, et puis j'avais peur qu'en allant dans le couloir, ils mettent un coup par derrière et qu'ils courent, donc c'est pour ça que je l'ai pas mis. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve vraiment très rapidement, j'ai vraiment beaucoup de vidéos là qui sont en préparation, il va y avoir du contenu là dans les prochaines semaines. La prochaine vidéo, ce sera un deuxième épisode de Road to World Cup, si vous n'avez pas vu le premier sur l'Allemagne, le lien est dans la description. Pour le deuxième épisode, on va donc parler du Ghana. En tout cas, moi je vous dis à bientôt, pensez à bien vous hydrater vu la chaleur, et je vous dis tchuss!